Chères étudiantes, chers étudiants du cours transversal sur le numérique, chers et chers collègues, cher public. L'organisateur de cette conférence, Yaniv Ben-Amou, m'a demandé de vous adresser quelques mots en guise d'introduction pour cette conférence et c'est quelque chose que je fais bien sûr avec le plus grand plaisir. Le thème de notre conférence ce soir est d'une actualité brûlante. Devoir tirer le vrai du faux n'est pas quelque chose de récent, mais le phénomène prend aujourd'hui une ampleur inquiétante. Grâce aux réseaux sociaux, ou plutôt faudrait-il dire à cause des réseaux sociaux, les fausses informations se diffusent très largement et aussi très rapidement. Et ce qui n'était qu'une rumeur devient une vérité. Prenons par exemple les accusations de Donald Trump qui a insinué que les incendies dévastateurs ayant frappé Los Angeles au début d'année ont été aggravés par les politiques environnementales de l'État de Californie. Alors que cette accusation n'était basée sur aucun fondement établi et était contestée par les expertes et experts, elle s'est rapidement diffusée dans l'opinion publique américaine. La pandémie de Covid a aussi connu son lot de fausses allégations ou fausses découvertes qui se sont propagées à cause notamment des réseaux sociaux. Les deepfakes sont bien sûr un autre exemple actuel de cette désinformation rendue possible par l'intelligence artificielle. Les deepfakes pullulent sur le web et ils font dorénavant partie intégrante des campagnes électorales et de la vie politique. Beaucoup de deepfakes ont heureusement une vocation humoristique, mais d'autres sont utilisés pour discréditer les personnalités politiques ou nuire à leur image en les faisant tenir des propos qu'elles n'ont jamais tenus ou en les mettant en scène dans les situations fictives. Les deepfakes deviennent aussi des armes de guerre. Peu après l'invasion russe de l'Ukraine, une vidéo truquée de Zelensky dans laquelle il appelait les Ukrainiens à déposer les armes a été diffusée. Heureusement, la vidéo était de piètre qualité et a été rapidement démentie. Tout ceci n'est vraiment pas une nouveauté. En tant que linguiste, j'ai travaillé sur les discours de Adolf Hitler, qui sont un exemple frappant de manipulation. À l'époque, la désinformation n'utilisait ni les outils numériques, ni les algorithmes sophistiqués. Mais Hitler savait très bien faire appel aux émotions et manier la parole pour manipuler l'opinion publique. Aujourd'hui, les auteurs des fausses informations et des deepfakes utilisent les mêmes mécanismes, avec, bien sûr, en plus, le pouvoir de la technologie. Et même en remontant plus loin dans l'histoire, nous trouvons des exemples où des rois, des empereurs ou d'autres puissants ont utilisé des mécanismes similaires ou comparables pour manipuler l'information et renforcer leur pouvoir. La thématique de la conférence de ce soir n'est donc pas nouvelle, mais aujourd'hui, elle résonne d'une manière particulièrement forte dans nos esprits, car le numérique rend les outils pour manipuler l'information de plus en plus sophistiqués et puissants, le tout dans un contexte politique où les frontières entre la vérité et les mensonges semblent s'effacer. Ce ne sont plus seulement des contre-vérités, des manipulations, des mensonges qui sont prises pour des vérités, mais souvent les vérités, même et surtout les vérités qui ont été obtenues par des moyens scientifiques, ne sont plus reconnues comme telles. En tant qu'université, cela devrait nous inquiéter profondément. La conférence de ce soir sera sans doute l'occasion de réfléchir ensemble à ces problématiques qui plus que jamais méritent notre attention. Il s'agit de comprendre les contours du phénomène de désinformation, mais aussi et surtout de réfléchir aux manières d'y faire face. Je souhaite donc la bienvenue à nos intervenantes et intervenants, la professeure Sabine Suestrunk, le professeur David Collomb et le professeur Sylvain Marchand. Bienvenue.
Avant de leur donner la parole, je tiens aussi à adresser mes remerciements au professeur Yaniv Benamou, ici, à cet médiateur Tuisabé et à Muriel Solimando qui ont organisé la conférence de ce soir. En fait, ils ont organisé des conférences publiques sur le numérique depuis 5 ans maintenant, ceci dans le cadre du cycle des conférences Parlons numérique. Un grand merci pour tout ce travail. Et en tant que vice-rectrice en charge du numérique et de l'intelligence artificielle, j'espère bien sûr que d'autres conférences et événements sur le numérique verront le jour. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Madame la vice-rectrice, mesdames et messieurs, je souhaite également à mon tour la bienvenue, la veille de ce jour de printemps, à cette conférence pour laquelle j'ai le plaisir d'intervenir comme organisateur et modérateur. C'est un petit peu avec émotion ou un léger pincement au cœur, puisque c'est effectivement la dernière conférence de cette belle série de 16 conférences qui ont eu lieu depuis 2020, dont le but était de dialoguer avec l'université et la cité. Je ferai très bref, juste pour vous dire que la première conférence datait du 30 septembre 2020, en plein Covid, et réfléchissait sur le thème de comment créer du lien social à l'ère numérique, et nous étions en plein Covid, et on réfléchissait comment vivre ensemble, socialiser à travers le numérique et les réseaux sociaux. Eh bien, 5 ans plus tard, aujourd'hui, le lien social et le dialogue n'ont jamais été aussi importants à l'ère de ce qu'on peut parler des fois de post-vérité ou de vérité alternative, souvent fabriquée, par exemple avec des deepfakes émotionnels où les émotions et le narratif de chacun prennent le dessus sur tout fait objectif ou même valeur commune, si bien que chacun pense détenir une ou sa vérité avec absence de socle ou de valeur commune. Alors que faire ? Du point de vue des autorités, on peut imaginer lutter contre la guerre de l'information avec des alternatives aux réseaux sociaux commerciaux, peut-être créer des réseaux sociaux décentralisés ou d'intérêts généraux ou renforcer les médias publics. Et puis du point de vue de la société civile et les académiques, que pouvons-nous faire ? Eh bien dialoguer. Dialoguer pour comprendre, confronter nos vérités avec celles des autres, écouter les autres, et puis comprendre ce qu'on peut considérer comme une vérité objective, qu'on appelle souvent basée sur des faits vérifiables, par rapport aux autres vérités, post-vérités, alternatives ou contre-factuelles. Et bien, on va en parler tout à l'heure. Alors pour en parler, il s'agira ce soir essentiellement de 3 prismes avec 3 spécialistes. Premier prisme plutôt historique permettra de contextualiser ce que l'on appelle la guerre de l'information, qui s'est même transformée aujourd'hui en guerre cognitive, où les campagnes d'information ne font pas seulement confirmer nos biais, mais aussi contrôlent nos émotions, afin, avec nos émotions, de nous amener à des actions. Deuxième prisme juridique et même philosophique nous permettra de comprendre quand la justice, parmi ses multiples vérités, considère un fait comme vrai, objectivement, ou du moins prouvé. Petite aparté pour ma part en droit des médias, puisque je siège à l'autorité de surveillance des médias. Nous, en tant qu'autorité, évaluons quand un média a respecté son devoir d'information, notamment de devoir dissocier les faits des opinions afin que le public se forge sa propre opinion. Une raison de plus pour renforcer les médias publics et avoir confiance en ces médias qui ont justement de tels devoirs objectifs d'information. Et puis, troisième prisme technologique, très important, comment les outils technologiques, dont l'intelligence artificielle, peuvent servir, bien sûr, non seulement comment fabriquer des contenus à une échelle sans précédent, mais aussi détecter les fausses informations, le chat et la souris, on en parlait tout à l'heure. Alors, quelques mots sur le déroulé avant de passer la parole. La conférence est prévue de 19h à 20h30. Elle se déroule en 2 parties, chacune de 45 minutes. La première partie donne la parole à nos 3 expertes que je présenterai au fur et à mesure de l'ordre de passage. Chacune aura 10 minutes pour présenter un de ces prismes dans leur sujet et expertise respectifs. Et puis ensuite, dès 19h45, la deuxième partie permettra de donner la parole au public, à tout un chacun, que nous adresserons au fur et à mesure des 45 minutes. Vous pouvez participer à cette discussion soit en levant la main, et puis il y a des micros qui circuleront dans la salle, soit en utilisant l'outil Slido qui est juste à côté de notre page web, également pour les personnes qui suivent à distance et que je salue.
Sans plus tarder, grand plaisir d'accueillir donc notre premier intervenant, qui est lui par contre en ligne, en distanciel, le professeur David Colomb, professeur à Sciences Po Paris, historien et dorénavant spécialiste de l'histoire de la propagande et de la manipulation de masse. Il est auteur de multiples livres sur la guerre de l'information. Il a reçu plusieurs prix pour ses livres et j'ai eu grand plaisir d'en lire un. Et je suis donc ravi de pouvoir l'accueillir. Professeur Colomb, vous avez la parole. Merci beaucoup. Et je vois que vous entendez, je suis sincèrement désolé d'être à distance. Et là, je dis qu'à la régie que j'ai le retour de la salle. S'il était possible de le couper, cela m'éviterait de m'entendre en même temps que je parle. C'est parfait. Alors, je vais être aussi bref que possible. Effectivement, vous l'avez dit, le thème que je voudrais aborder sur le plan historique est la guerre de l'information, c'est-à-dire l'usage de l'information comme une arme dans le cadre d'une conflictualité internationale à l'ère numérique qui se caractérise par la possibilité offerte aux différents acteurs étatiques de toucher directement les esprits et d'influencer les perceptions des citoyens. Ce qui a changé par rapport à la période de la guerre froide, c'est en effet l'avènement de la télévision par satellite, l'avènement du net, du web, des médias sociaux et de nos smartphones, dans un contexte qui voit l'image devenir un enjeu de plus en plus essentiel de l'accès à l'information. Il n'est plus aujourd'hui de médias sociaux qui ne fassent pas une place à l'image. Encore récemment sur Blue Sky, un dispositif a été mis en place pour permettre de générer des images animées. Et cela a été dit tout à l'heure, l'image a pour caractéristique d'en appeler aux émotions, d'agir sur les perceptions. Mais elle est aussi instrumentalisée dans le cadre de la guerre de l'information et je vais, pour commencer, être aussi bref que possible, vous en donner une illustration à travers ce que l'on appelle la guerre mémétique. Il s'agit de recourir aux médias sociaux pour diffuser de façon récurrente et virale des idées ou des concepts simples sous la forme d'un visuel ou d'une image animée, un GIF, associé à un texte. Le concept de mème a pour origine les travaux du biologiste Richard Dawkins, qui nommait ainsi les éléments organiques qui se multiplient eux-mêmes et qui a identifié les ordinateurs comme, je le cite, un milieu parfait pour que des programmes autoréplicateurs s'épanouissent et se répandent. Et en 2008, un militaire du corps des Marines avait envisagé le recours à une guerre des mèmes dans un champ de bataille très disputé, celui de l'esprit de l'ennemi et l'esprit des indécis. À la suite des travaux de ce militaire, qui était le major Michael Prosser, les militants de l'alt-right aux États-Unis se sont emparés de ce concept et lui ont donné une forme concrète sur 4chan, qui est celle du même Pépé la grenouille, Pépé the Frog, qui est depuis lors l'une des bannières, sinon la bannière de l'armée en ligne de Donald Trump, le symbole en même temps de la résurgence du nationalisme blanc, l'un des symboles également du néonazisme qui s'exprime sur certaines plateformes au-delà de 4chan, de 8chan et de 8kun. Et le fait que des symboles visuels soient désormais utilisés dans le cadre d'une conflictualité de cette nature est, à mes yeux, un symbole assez fort de ces bouleversements. La guerre de l'information est une guerre des images. À une époque qui est la nôtre, qui voit une part croissante de la population accéder à l'information, y compris scientifique, y compris médiatique, à travers le prisme des réseaux sociaux. À Sciences Po, une part considérable de mes étudiants accèdent à l'information médiatique et scientifique à travers Instagram. Or, Instagram repose, comme vous le savez, essentiellement sur l'image. Ça, c'est le premier point que je voulais évoquer, à savoir que l'image est d'abord un instrument de guerre dans le cadre de cette guerre de l'information. Le deuxième point, essentiel à mes yeux, est l'objectif recherché par la production de fausses images, d'images retouchées. Je ne crois pas
que l'objectif principal de ceux qui mènent des campagnes à grande échelle de diffusion de telles images soit de persuader les gens. Je crois en revanche qu'il s'agit pour eux de fragiliser la capacité des individus dans les pays développés, dans les démocraties occidentales, à distinguer le vrai du faux. Dimitri Medvedev, qui est propagandiste en chef du Kremlin aujourd'hui, ancien président de la Fédération de Russie, ancien premier ministre de la Fédération de Russie, président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, a posté un message en juin 2024 sur Telegram qui était très, très explicite. Je le cite. « Transformons leur vie, il parle de la nôtre, en un cauchemar permanent pour qu'ils ne puissent plus distinguer la fiction sauvage des réalités quotidiennes. » Et bien évidemment, cette déclaration fait écho à ce célèbre passage des origines du totalitarisme d'Arendt en 1951, lorsqu'elle écrivait que le sujet idéal de la domination totalitaire n'est ni le nazi convaincu, ni le communiste convaincu, mais les gens pour qui la distinction entre fait et fiction, c'est-à-dire la réalité de l'expérience, et la distinction entre vrai et faux, c'est-à-dire les normes de la pensée, n'existe plus. Dans mon expérience de chercheur et d'historien sur ces sujets, j'ai pu constater à maintes reprises que depuis des décennies, les agents de propagande du Kremlin s'emploient à saturer nos espaces informationnels de contenus qui tantôt sont faux, tantôt sont authentiques mais sortis de leur contexte, tantôt surtout mêlent le vrai et le faux. Et en cela, il donne raison à Paul Valéry qui écrivait en 1934 que le mélange du vrai et du faux est plus faux que le faux. Récemment, à Sciences Po, on en a eu un exemple. Lorsque une fausse information relative à la prétendue mort d'un étudiant algérien à l'issue d'une manifestation pro-palestinienne devant nos locaux qui aurait été tué par la police française, était accompagnée de photos qui mêlaient le vrai et le faux, avec un portrait généré par IA de cet étudiant qui n'existe pas, mais le portrait avait été photographié dans l'authentique rue Saint-Guillaume, de sorte de nous conduire à passer un temps considérable à essayer d'identifier le vrai et le faux. Je termine sur un point qui est aujourd'hui crucial. Pour la survie même de nos démocraties à l'ère de l'alliance entre Donald Trump, Vladimir Poutine et les techno-oligarques, à commencer par Peter Thiel et Elon Musk. L'IA générative, depuis son arrivée sur le marché en novembre 2022, a démultiplié les capacités non seulement de produire des faux, mais de passer à une échelle jusqu'alors impensable les opérations de manipulation de l'information. Et on a vu un certain nombre d'acteurs agissant pour le compte du Kremlin, comme le réseau intitulé Pravda, ou en France, ailleurs il est intitulé Copycop, en France il est appelé Portal Combat, recourir à l'IA non seulement pour produire des faux, mais aussi et surtout pour mettre à une échelle inédite, dans des environnements de faux sites générés par IA, des articles de propagande, des contenus de propagande, des mèmes, qui n'ont pas, là encore pour fonction de persuader des individus pris un par un, mais de fausser les algorithmes des plateformes, qu'il s'agisse des algorithmes de curation du contenu des moteurs de recherche, comme Google, qu'il s'agisse des algorithmes de recommandation des médias sociaux, comme Instagram ou TikTok, ou qu'il s'agisse enfin des bases de données sur lesquelles sont entraînés les agents conversationnels, les chatbots. Et la société américaine NewsGuard, depuis maintenant 1 an et demi, alerte très régulièrement sur cette pollution systémique de nos environnements informationnels par des contenus générés ou diffusés par ces opérateurs du Kremlin, à une échelle à ce point inédite que nos outils sont aujourd'hui pas du tout à l'échelle pour y faire face. Je donne un exemple simple. En diffusant la fausse information et la fausse vidéo d'un achat d'une Bugatti à Paris par Madame Zelensky, qui a touché en 24 heures 20 millions ou 30 millions de vues, les résultats du moteur de recherche Google donnaient cette fausse information en premier résultat de recherche lorsque vous tapiez Zelensky dans Google. Aujourd'hui, les agents conversationnels restituent dans 33% des cas les faux récits du Kremlin. Et en juin dernier, l'UNESCO
a alerté sur l'effet systémique des IA génératives sur la mémoire de la Shoah. Le principe est simple. Quand vous saturez un espace informationnel de contenu faux, par exemple ici les contenus négationnistes, vous faussez mécaniquement les résultats de ces plateformes auxquelles les utilisateurs font souvent confiance pour accéder à l'information, de sorte que vous pouvez en venir à fragiliser la mémoire de la Shoah. La situation, et je conclus dans les 30 secondes qu'il me reste, s'aggrave aujourd'hui considérablement dès lors que les dispositifs des agents conversationnels s'appuient sur les données qui leur sont disponibles. Une bonne partie des données de qualité ne leur sont pas disponibles pour des raisons de droit d'auteur, puisque les journaux, bien évidemment, ne souhaitent pas que ChatGPT puisse, sans contrepartie, utiliser leur production, enfin la production de leurs journalistes. Et nous avons vu ces dernières semaines un certain nombre de sites contenant des informations de qualité être purement et simplement supprimés, les contenus eux aussi supprimés. De sorte que nous faisons face aujourd'hui à une guerre mondiale contre la réalité factuelle, menée de concert par le Kremlin et la Maison-Blanche, ce que ni vous ni moi, j'imagine, ne pouvions anticiper. Merci pour votre attention. Merci infiniment, professeur Collomb, aussi d'avoir respecté le temps. On aurait pu vous écouter des heures. En tout cas, c'est très apprécié que vous ayez pu tenir le temps et on se réjouit de participer à la table ronde juste après. Même si je note cette guerre mondiale de l'information qui est un peu inquiétante, peut-être que nos deux orateurs tristes suivants vont nous un peu rassurer sur les méthodes ou les solutions qui vont être proposées. En tous les cas, à présent, grand plaisir d'accueillir notre orateur suivant qu'on ne présente bientôt plus, mais qu'on présente toujours. En tout cas, en faculté de droit, c'est le professeur Sylvain Marchand. De notre faculté, il enseigne le droit des contrats, le droit des obligations et le droit de l'exécution forcée. Il enseigne également beaucoup la rédaction d'actes juridiques à l'école d'avocature, l'ECAV. Il est l'auteur de très nombreuses publications qui sont utiles à la fois dans l'académique et dans la pratique. Il intervient régulièrement dans des arbitrages internationaux en qualité d'expert et comme conseil dans des opérations commerciales. Grand plaisir de l'accueillir. Professeur Marchand, vous avez la parole. Voilà, mesdames et messieurs, les journalistes parlent du présent, les politiciens parlent de l'avenir et les juristes parlent du passé, puisqu'il nous appartient à nous, de juristes, de juger de ce qui s'est passé. Et donc, nécessairement, eh bien, cette question de savoir ce qui est vrai et faux, comment reconstituer le passé, est une question qui se pose aux juristes. Et elle se pose notamment sous l'angle de la preuve, parce qu'évidemment, lorsque vous faites valoir une prétention en justice, il faut prouver les faits sur lesquels vous basez cette prétention. Et si vous regardez ces règles en matière de preuve, je me contenterai des règles en droit suisse, mais je suppose qu'elles sont assez similaires dans d'autres pays, vous voyez que les juges ont quand même une certaine réticence, une certaine prudence oratoire en tout cas, par rapport à cette idée qu'il y aurait une vérité qui serait accessible, et puis, par ailleurs, quelque chose qui serait, par définition, faux. En principe, quand vous devez prouver quelque chose, il faut apporter une preuve stricte. La définition qui vous en est donnée, c'est que une preuve stricte est apportée lorsque le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. C'est un arrêt de 2022 que je suis en train de citer. Une certitude absolue n'est pas nécessaire. Tiens, le doute commence à apparaître. Mais le juge ne doit plus avoir de doute sérieux. Des éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers. Bon, ça veut dire en matière d'intelligence artificielle, j'ai une photo, donc si j'ai une photo, j'ai la preuve de ce qui s'est passé. Je peux avoir un léger doute que l'intelligence artificielle a peut-être été un peu utilisée, mais un doute léger. Si le doute est léger, c'est prouvé, j'ai ce qu'on appelle ici le vrai. Bon, parfois c'est plus difficile que ça, il est impossible d'apporter une preuve stricte.
Et donc, dans un certain nombre de situations, les tribunaux ont un tout petit peu rabaissé leurs exigences en parlant de vraisemblance prépondérante. Alors, la vraisemblance prépondérante, je cite là aussi un arrêt de 2020, celui-ci, c'est l'idée que le juge a des motifs de tenir une allégation pour exacte, motifs qui sont, du point de vue objectif, tellement impérieux que les autres possibilités hypothétiques, il y a quand même d'autres hypothèses possibles, n'entrent pas sérieusement en considération. Bon, c'est une définition légale, on voit bien qu'avec ça, les juges peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, mais dans le fond, c'est l'idée qu'il y a plusieurs hypothèses. Une première hypothèse, c'est que cette photo est exacte, vraie, authentique. Et puis, il y a quand même l'hypothèse qu'elle a pu être trafiquée par l'intelligence artificielle. Mais bon, l'hypothèse que cette photo est exacte est vraiment dominante. Et puis, l'hypothèse que cette photo ait été trafiquée ne devrait pas être sérieusement prise en considération, donc le fait est prouvé. Et c'est ce qu'on appelle la vérité juridique en tout cas. Et puis parfois, dans d'autres situations, le juge se contente d'une vraisemblance simple. Alors bon, ça c'est pour des mesures provisionnelles, des mesures provisoires. C'est moins grave. Mais enfin bon, des mesures provisoires, ça peut quand même être assez radical. On peut bloquer votre compte bancaire, par exemple, sur la base d'un séquestre, c'est une mesure provisoire. Et là, d'après toujours la jurisprudence, ici il s'agit d'un arrêt de 2023, il suffit que le juge ait l'impression que les faits se soient produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Bon, j'ai une photo, j'ai l'impression qu'elle est vraie. Je n'exclus pas que l'intelligence artificielle ait pu intervenir, mais enfin, j'ai l'impression qu'elle est vraie, et ça suffit pour arriver à ce qu'on appelle la vraisemblance simple. Donc, depuis longtemps, dans le fond, les juristes ont des doutes sur cette idée qu'il y aurait quelque part une vérité qui serait accessible, et puis que tout ce qui n'est pas cette vérité est faux. Ce sont des questions qui se posent presque depuis les origines de notre civilisation. C'est un philosophe qui s'appelle Parménide, qui n'était pas qu'un philosophe, il était aussi poète. Et il est à vrai dire plus connu pour un grand poème que pour sa philosophie qui était un peu absconse. Et le poème, c'était un poème qui s'appelait « De la nature », et l'idée générale de ce poème, c'est que la vérité appartient aux dieux. Les hommes n'ont pour eux que des opinions. C'est ce que vous voyez dans l'extrait que vous avez ici, les opinions des mortels dans lesquelles il n'est rien qui soit vrai ni digne de crédit. Rien qui soit vrai dans les opinions des mortels. La vérité appartient aux dieux. C'est ce qui explique l'essor extraordinaire de la rhétorique dans le monde antique, parce que si on n'a que des opinions, il faut forger ces opinions, il faut les défendre, il faut les partager, et donc il faut savoir argumenter, il faut connaître la rhétorique. Cette idée que les hommes n'ont que des opinions, ça vaut aussi pour les faits. Je n'ai qu'une opinion sur ce qui s'est passé, sur ce qui est vrai et ce qui est faux dans une histoire qui a eu lieu. Vous allez me dire, en matière judiciaire, c'est quand même un peu délicat de dire que le juge n'a qu'une opinion. C'est une idée assez répandue. Et j'en veux pour preuve un roman de Balzac, de nombreux siècles après Parménide, bien sûr. Le roman de Balzac, c'est dans la scène de la vie parisienne, ça s'appelle « Une ténébreuse affaire », il parle d'un procès. Et puis il explique ça comme ça, alors c'est littéraire, enfin ça montre bien l'idée qu'on peut avoir d'un procès. L'innocence doit un compte clair et plausible de ses actions, le devoir de défense est donc d'opposer un roman probable au roman probable de l'accusation. Il n'y a pas le vrai et le faux. Il y a un roman probable, celui de la défense, contre un autre roman probable, celui de l'accusation. Et alors évidemment, si on a cette approche-là, la question c'est mais comment est-ce qu'on fait pour rendre le roman probable? En d'autres termes, comment est-ce qu'on fait pour que la narration, la description des faits devienne plausible, pour que cela devienne, en d'autres termes, une vérité d'un point de vue juridique? Alors Aristote, qui a un peu réfléchi à tout et qui a tout disséqué, s'était posé cette question, comment on fait pour que la narration soit plausible? Et ce n'est pas une photo d'Aristote que vous avez ici, c'est Roland Barthes, mais il a résumé la pensée d'Aristote et je vous ai proposé la version la plus récente. Roland Barthes expliquait que pour rendre des faits plausibles, donc en fait pour rechercher la vérité, il fallait d'abord se réfléchir à des indices sûrs. C'est ce qu'il appelle les tecmeria. Tecmeria au pluriel, tecmerion, les indices sûrs.
Bon, sous la plume d'Aristote, c'était une femme qui a un enfant avait forcément eu un amant. Vous savez que l'indice paraît assez convaincant, mais c'était avant la PMA. Ou alors, un autre exemple d'Aristote, c'était de dire qu'un homme qui était en prison au moment du crime n'a pas pu commettre le crime. C'est vrai, il n'a pas pu commettre le crime, mais il a pu en être l'instigateur. Donc, les tecmérions sont importants, et parfois on a une preuve sûre. Évidemment, c'est le meilleur moyen d'établir ce qui est vrai. Ensuite, deuxième point, il y a ce que Barthes appelle le vraisemblable. Ce qui paraît vraisemblable. Ce que le juge va tenir pour vrai parce que ça lui semble raisonnable. C'est ce qu'on appelle l'aikos. Et puis, troisième élément, pour essayer de reconstituer la vérité, il y a les séméions, les séméia au singulier, séméia, ce sont les signes, les indices, ce qui reste du passé, les débris du passé, les papiers, les bris de verre, les taches de sang, bref, les indices qui permettent de faire entendre une chose par une autre, en d'autres termes, de reconstituer le passé à travers les débris de ce passé, parce que ce passé n'existe plus, il n'en reste que des débris. Bon, pour expliquer ceci, peut-être juste un mot sur le tecmérion. Les scientifiques adorent nous dire qu'ils peuvent nous proposer des tecmérions, qu'ils peuvent nous dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors, on peut les croire ou pas, les scientifiques se contredisent beaucoup, et puis la science évolue, ce qui montre que les opinions scientifiques restent des opinions. J'aimerais juste, pour relativiser cette notion de tecmérion, citer la conclusion d'un rapport d'experts dans l'affaire Dreyfus. Cet expert, c'était Bertillon. Et Bertillon était convaincu de la culpabilité de Dreyfus. Je rappelle que Dreyfus a été innocenté depuis. Mais Bertillon était sûr de lui. Il considérait qu'il avait donc un tecmérion sur la base des analyses graphologiques qu'il avait faites. Et sa conclusion, la conclusion de son rapport, donc un rapport d'expert, c'est « La preuve est faite, péremptoire. Vous savez quelle était mon opinion du premier jour, elle est maintenant absolue, complète, sans réserve aucune. » Alors je suppose que les scientifiques nous expliqueront qu'il y a des tecmérions pour savoir si une image est juste ou fausse. Relativisons quand même la science. La science court après la technique et la technique évolue très vite. Ensuite, il y a l'aikos. L'aikos, il faut faire attention à ça, parce que l'aikos, c'est un peu le délit de sale gueule. Hein. C'est ce qui paraît vraisemblable. Ah oui, il a une sale gueule, donc ça doit être lui le coupable. Donc il faut se méfier de l'aikos. Mais parfois, il y a une certaine beauté dans l'aikos. À titre d'exemple, j'aimerais parler du procès de Marie-Antoinette. Donc, les révolutionnaires avaient coupé la tête du roi, et puis il fallait juger Marie-Antoinette, la reine. Mais il fallait la juger dans les formes, parce que c'était les révolutionnaires, donc il fallait faire un procès. Et pour faire un procès, il fallait un acte d'accusation. Et c'était pas facile, parce que bon, Marie-Antoinette, à part le fait d'avoir été reine, on ne pouvait pas lui reprocher grand-chose. Et donc, Fouquier-Tinville, qui était le procureur, avait inventé différentes charges, et parmi celles-ci, l'idée que Marie-Antoinette avait eu des gestes incestueux à l'égard de son fils, Louis, qui aurait pu devenir Louis XVII s'il n'avait pas tragiquement disparu. Bon, la reine ne répond pas. Le procès est public, donc la salle commence à gronder, il y avait beaucoup de femmes dans cette salle, tout le monde trouve ça monstrueux, cette accusation. Et puis Fouquier-Tinville s'excite un peu, parce qu'il voit bien que ça marche, que la reine ne répond pas, donc les accusations deviennent de plus en plus précises, étayées par des témoignages assez sordides, des geôliers, et ça monte en puissance. Et puis à un moment, la reine se lève, et puis elle dit ceci: « Si je n'ai pas répondu, c'est que la nature se refuse à répondre à une pareille inculpation faite à une mère. J'en appelle à toutes celles qui peuvent se trouver ici. » Et la reine se rassoit. Et la salle se tait. Il y a un grand silence, nous disent les historiens, et l'opinion change. C'est-à-dire que les mères qui sont ici, il y avait des femmes dans la salle, se disent oui, quand même, peut-être qu'on a un peu exagéré. Sur cet argument-là, qui est un simple argument de vraisemblance. Bon, eh bien, cet aikos-là, il peut aussi nous sauver en matière d'intelligence artificielle, parce que si je vois Zelensky qui donne une claque à Trump, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, j'ai vu la vidéo. Mais enfin, je me dis que ce n'est pas vraisemblable. L'aikos nous sauve peut-être beaucoup plus que le tecmérion, parce que le tecmérion est à la disposition de quelques scientifiques, mais pour la plupart d'entre nous, l'aikos nous sauve du mensonge de l'intelligence artificielle. Et puis, le dernier point,
toujours d'après Aristote, c'est le séméion. C'est vrai qu'il reste des signes de ce qui s'est passé, des indices, et qu'avec ces indices, on devrait pouvoir reconstituer la vérité, donc savoir ce qui est le vrai, par opposition au faux. Bon, Dupond-Moretti, que vous voyez sur cette image, qui a eu une grande carrière d'avocat, ou c'est une carrière politique un peu plus discutable, comme toujours pour les carrières politiques, mais enfin qui était un avocat remarquable, a eu une formule qui m'intéresse à propos de ces séméions. C'était une affaire qu'on appelle l'affaire Viguier, c'est un professeur d'université, on le soupçonnait d'avoir tué sa femme. Mais on n'avait pas retrouvé le cadavre. Et ce qu'on avait retrouvé, c'était les baskets de la femme, de ce professeur, dans sa voiture, avec des taches de sang. Des séméions, des signes. Et alors, Dupond-Moretti dit ceci, bon, partons du principe que c'est le sang de Suzanne, parce que même là, il y avait quelques doutes, Suzanne, c'était la femme de Viguier. Alors, on peut imaginer qu'un jour, elle a pris la voiture de son mari, qu'elle a déplacé ses baskets, et que ce jour-là, elle s'était coupée. Des hypothèses comme celle-là, on peut en faire des centaines. En réalité, ce dossier est devenu un concours l'épine de l'hypothèse. C'est ça que j'aime bien dans cette expression, le concours l'épine de l'hypothèse. Les séméions, c'est ça, bien sûr qu'il y a des indices. Mais ces indices, ça ne permet que de faire des hypothèses, et parfois un concours l'épine de l'hypothèse. Alors avec l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Si vous voyez une vidéo, parfois vous voyez que les lèvres ne correspondent pas tout à fait au langage, il y a des ombres qui ne sont pas tout à fait correctes, et parfois il y a des indices. On peut faire des hypothèses avec ces indices, mais ce ne sont que des hypothèses, parfois un concours l'épine de l'hypothèse. Est-ce que ça la permet déjà de distinguer le vrai du faux? Bon, donc comme vous le voyez, cette distinction entre le vrai et le faux est quelque chose qui laisse un peu dubitatif les juristes. Et pour terminer ce bref exposé, j'espère pas trop long, j'aimerais vous dire quelques phrases de Zola. Vous allez me dire, par rapport à une conférence sur l'intelligence artificielle, on ne voit pas tellement le rapport, mais je vais vous l'expliquer. C'est dans La Bête humaine. Tout le monde connaît La Bête humaine. Il y a un grand film. Vous voyez ici l'image de Jean Renoir qui jouait Cabuche. Cabuche était un ouvrier, quelqu'un qui ne connaissait pas les codes de la justice, quelqu'un qui ne connaissait pas les codes de la rhétorique, qui ne savait pas s'exprimer. Et on l'accusait d'avoir tué sa femme. Et il était innocent. On sait dans le roman qu'il est innocent. Mais Zola explique le procès comme ceci. Cabuche, donc, nia toute participation à l'assassinat de sa femme. Mais il le faisait en phrases hachées, presque incohérentes, avec des pertes subites de mémoire, les yeux si troubles, la voix si empâtée, qu'il semblait par moments chercher et inventer des détails. Et le président, le poussant, lui démontrant les absurdités de son récit, il finit par hausser les épaules. Il refusa de répondre. À quoi bon dire la vérité, puisque c'était le mensonge qui était logique? C'est une terrible renonciation que cette renonciation-là. À quoi bon dire la vérité, puisque c'est le mensonge qui est logique? Et dans le fond, c'est à cette renonciation que nous sommes tous confrontés avec l'intelligence artificielle, parce que le miracle de l'intelligence artificielle, c'est parfois de rendre le mensonge plus logique que la vérité. Et donc je conclurai mon intervention, mesdames et messieurs, en vous disant que Cabuche ne connaissait pas les codes de la justice et les codes de la rhétorique, mais nous ne connaissons pas les codes de l'intelligence artificielle. Et donc, nous sommes toutes et tous les Cabuches de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Marchand, pour cet exposé provocateur et qui laisse songeur sur les cabuches et le fait que les images sont tellement virales et immédiates qu'il nous reste effectivement plus grand-chose que d'être cabuche ou eikos, si je comprends, la vraisemblance et l'émotion, mais plus grand-chose. Donc à voir peut-être comment faire techniquement si la technologie nous sauve. Pour ceci, grand plaisir d'accueillir la professeure Sabine Soustronck, qui est directrice du laboratoire d'images et de représentation visuelle à l'EPFL. Elle a été aussi directrice du Digital Humanities Institute et du College of Humanities. Elle est également présidente du Conseil suisse de la science, fondatrice et membre du Conseil Women in Science and Humanities, membre du Conseil d'administration de la SSR et bien d'autres conseils. Je m'arrête.
Parmi ces domaines figurent le traitement de l'image et la vision par ordinateur, ce qui lui a valu des brevets, si j'ai bien compris, et surtout de développer des systèmes qui devraient nous permettre de détecter les fausses informations. Grand plaisir, vous avez la parole. Merci beaucoup pour l'introduction. Après mes deux révérends avant moi, je dois dire, c'est un peu difficile de suivre ces discussions qu'on avait. Parce que je dois dire que la technologie, oui, c'est un petit peu plus direct, mais l'IA génératif, qu'on a parlé ici, c'est basé sur la probabilité. Donc, si vous vous souvenez encore de vos cours de mathématiques, c'est la probabilité. Donc, avec une probabilité forte, on peut générer des données, ça peut être des textes, ça peut être une voix, ça peut être du codage, ça peut être une image, et je vais parler plutôt de l'image, parce que ça, c'est ce qu'on fait dans mon laboratoire, mais tout ce que je veux dire, en fait, ça va pour toutes les données qu'on peut générer. Donc, l'IA génératif, c'est vrai, c'est venu sur le stage mondial en 2022, mais à la fin, l'IA génératif, ça a vu sa vie dans le laboratoire en 2014. Et en début, quand on a généré des images, on génère des images qui n'étaient pas tellement photographiques, mais on les appelait de l'art. Moi, j'avais un petit peu hésité parce que je trouvais que c'était un petit peu insultant pour les artistes. Je l'appelle ça maintenant du design. Mais en fait, c'était des images comme ça qu'on a générées. Presque photographique, mais pas tout à fait photographique. Mais ce qui nous a tout pris par surprise, tous les scientifiques, ils étaient à plat. Plus qu'on grandit ces modèles d'IA génératifs, ça veut dire plus de données qu'on utilise pour les entraîner, plus de paramètres qu'on a. On entraîne ces modèles fondationnels comme le ChatGPT, le Midjourney, pendant des mois, sur des bancs d'ordinateurs qu'on ne peut même pas s'imaginer, plus qu'on fait, meilleur ça vient. Et c'est devenu tellement bon que justement, maintenant, on peut créer des images presque photographiques, et je dis, ce n'est pas tout à fait photographique, qui sont utilisées dans les désinformations, qui est la thématique d'aujourd'hui. Donc, comment justement détecter ces deepfakes? Donc, il y a deux technologies. Une, c'est vous regardez, et l'autre, c'est détecter des artefacts qui sont invisibles à l'œil humain, et là, on va bien sûr aussi utiliser l'IA. Donc, le premier truc, ce qui a été mentionné avant, est-ce que l'image pourrait être... Et cet exemple, vous avez tous vu, parce que c'était vraiment l'exemple phare qui a été utilisé en 2022. Non, c'est assez improbable que le pop porte un doudou ou une doudou. Et après, si on regardait les deux images, ou les quelques images qui ont tourné, on a vu, en fait, c'est même pas le même doudou, en fait. Ça change. Et si vous regardez tout après, vous voyez justement, c'est des trucs qui sont un petit peu différents, qui ne sont pas justes. Pas juste du point de vue géométrique et pas juste du point de vue physique. Et mon favori de cette image-là, il porte un bague de mariage. Ça, c'est vraiment très improbable. Mais encore une fois, imaginez-vous, ces systèmes apprennent des images qu'on donne, donc ça veut dire probablement beaucoup des mains avec des bagues de mariage, et après ils créent un personnage par prendre justement les informations les plus probables. Et si on a donné beaucoup des photos des mains avec une bague de mariage, le modèle ne sait pas que c'est le pop qui ne porte jamais un bague de mariage. Et là, je vais encore dire quelque chose. L'IA, l'intelligence artificielle, n'est pas intelligente. Pas encore, au moins. Pas intelligente. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, ça a quelque chose à voir avec l'apprentissage. On apprend des données qu'on crée. Vrai ou faux? Faux. En fait, ces modèles qui créent des images, ils ne peuvent pas encore écrire. Donc, chaque fois que vous avez du texte dans une image, ça va être un petit peu comme ça. Ça va pas être du vrai texte.
Et encore une fois, je ne dis pas encore, mais ça, c'est pas possible. Lequel est réel, l'autre qui est faux. Lequel de lequel? À gauche est faux. Exactement. Et encore une fois, vous voyez, c'est pas probable. Le main et le stylo, en fait, avec la perspective, ça ne joue pas. Sur la droite, ça s'aligne. Un petit peu plus difficile. À droite est génératif. Et encore une fois, c'est la physique, c'est les réflexions qui ne sont pas correctes, plus aussi cette texture trop lisse, en fait. Gauche est faux. Encore une fois, correct, parce que ça ne marche pas avec les chimneys, là, et en fait aussi l'illumination, ce n'est pas constant. Donc, si vous regardez de tout près, vous voyez en fait les artefacts. Et ça, c'est une de mes sections favoris. En fait, c'est encore une vidéo de chat sur le net. Hein. Et quand vous regardez, en fait, c'est quand même chouette, ce chat-là, avec le toucher le nez. OK, maintenant, ça va rejouer et vous regardez très proche sur le bras de la dame. Et aussi sur la patte du chat. Quelque chose qui ne joue pas tellement. Ouais. Donc, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de détails fins qui sont souvent vraiment pas convaincants. Donc, symétrie brisée, ça ne joue pas avec la perspective, décalage de taille de la main, les yeux croisés. Le problème physiologique, en fait, le main à 6 doigts, le mouvement de ce bras que vous avez vu, le reflet, les ombres, perspective inexacte, quelquefois des textes illisibles. Donc, ça, c'est encore des détails que si vous regardez vraiment, vous pouvez voir ça encore à l'œil nu. Pour le moment. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour la détection des deepfakes invisibles à l'œil humain? Et là, pas de surprise, on utilise l'IA. On utilise les mêmes modèles pour détecter des deepfakes qu'on utilise pour générer les deepfakes. Et en fait, même si quelque chose n'est pas visible à l'œil humain, si on fait quelques manipulations sur la photo, on peut voir quelques artefacts. Là, à droite, vous voyez une représentation de l'image à gauche dans le spectre de Fourier. Ça veut dire que ça montre les fréquences qui sont présentes dans l'image. Et vous voyez sur l'image en haut qu'il y a ces points très clairs. Ça veut dire qu'il y a un artefact, un pattern, si vous voulez, dans l'image à certaines fréquences qui sont plus fortes. En bas, vous voyez une image réelle, on ne voit jamais ces artefacts dans les images réelles. Et au milieu, vous voyez la corrélation, cross correlation, on appelle ça en anglais, ce n'est pas important ce que c'est. Et je essaie maintenant de voir si vous voyez, je crois peut-être, vous voyez un petit peu justement ces carrés dans l'image, et ces artefacts qui sont créés si on utilise, qu'on s'appelle aujourd'hui un modèle de diffusion pour créer des images. Ah, là, maintenant c'est bon, je crois qu'on voit. Ouais, bon. Sur les vidéos, dans une vidéo réelle, on peut analyser le mouvement. Là, vous voyez le mouvement de cette vidéo réelle et vous voyez en fait d'une image à l'autre, dans cette vidéo, d'un frame à l'autre, ça ne bouge pas tellement. Donc, si vous avez 30 images par seconde ou 30 frames par seconde, donc il n'y a pas, justement sur une scène comme ça, il n'y a pas grand-chose qui change. Mais dans une image générée, en fait, vous avez des générées, parce que ça génère chaque image qui se suit de nouveau, vous voyez beaucoup plus de ces artefacts. En fait, c'est beaucoup plus différent que de l'image d'avant, et donc ce que vous voyez, les points blancs, ce sont des
vecteurs de mouvement, en fait, qui vont de l'un à l'autre. Donc, si vous analysez ça, vous pouvez vraiment voir, OK, donc c'est assez probable que c'est une vidéo qui est truquée. Sur ces bases de justement ces signes qui ne sont pas nécessairement visibles à l'œil humain, il y a beaucoup de programmes que vous pouvez acheter ou faire un download du web qui disent qu'ils vont détecter si c'est un deepfake ou pas. Et là, je vais vous dire, tous les scientifiques vous disent, mais c'est encore une fois la probabilité. Ils vont nous dire, à une probabilité, à tel pourcentage, on pense que c'est correct ou pas. Donc Intel sont super fiers de dire qu'à 96% de toutes les images, ils peuvent être corrects, de dire que c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais il n'a pas une certitude à 100%. Comme on génère des images avec des probabilités, ou du texte, ou du son, ou de la voix, c'est la même chose sur la détection. On ne peut pas les utiliser. Et là, il a vraiment eu des problèmes aussi dans la guerre à Gaza, que quelques images étaient déclarées comme faux, parce qu'une de ces programmes a dit que c'est faux, mais en fait, c'était correct. Mais, comme on a entendu avant, l'information sort tellement vite, même si on dit à la fin, après, non, en fait, c'est correct ou c'est faux, personne ne s'intéresse parce que c'est déjà dans les médias sociaux, ça s'est partagé, c'est partout. La vérité n'intéresse guère après le coup. Donc, encore quelques mots là-dessus. Donc, entraîner un modèle IA sur les images réelles fausses pour les distinguer, ça fonctionne, mais c'est très peu fiable, en fait. On a maintenant un groupe normatif qui crée des métadonnées, que ça veut dire si un modèle, si une photo est changée ou créée par l'IA, que ça donne quelques bits qu'un autre ou un média social peut après dire est-ce que c'est généré par l'IA ou pas. Ça marche si ce n'est pas manipulé. Donc ça marche à un certain point, mais c'est malheureusement pas tous les médias sociaux en fait ont adopté de lire ce bout de métadonnées. OK, bon, on peut voir les artefacts, les erreurs, donc ça je vais vous montrer. Et il y a une chose qu'on peut faire, et on le fait pour les personnes très exposées, donc pour les politiciens ou les célébrités, on peut entraîner un modèle IA sur eux, et après on peut comparer les fakes à ce modèle-là et décider est-ce que c'est vraiment réel ou fake. Donc à la fin, comment se protéger contre deepfake? Comme on a dit, c'est à vous, en fait, de regarder. Si c'est la source, et peut questionner la source, on ne peut pas jamais dire avec la vérité. Et il y a une chose aussi, même si c'est réel ou un deepfake, chaque fois que la photo est manipulée par quelqu'un, repostée sur le média social, plus c'est difficile, même pour un programme, de dire si c'est vrai ou c'est pas vrai. Et ça, ce que je veux vous dire. Déjà modifié, réduit du texte superposé, beaucoup plus difficile aussi pour un IA de dire si c'est la vérité ou pas. Ce que vous pouvez faire, c'est effectuer une recherche inverse sur les images, par exemple par Google Images, et pour vérifier s'il y a des images similaires. Parce qu'il y a très souvent, en fait, le deepfake est édité par une image originaire qui existe déjà sur le web. Il y a une base de données de faux connus, donc les gens qui ont fait, qui ont
Qu'est-ce que le mot que je cherche? Désolé, à l'EPFL, on parle que l'anglais, donc quelquefois mon français. Debunked, en anglais c'est debunked. On dit des debunked. Il a cette base de données, là je vous ai donné le DPKF. Donc vous allez pouvoir regarder si justement cette image est déjà marquée comme un faux ou un vrai. Si vous faites un téléphone vidéo qui est critique, faites sûr que vous faites un deuxième contrôle qui n'est pas basé que sur la vidéo. Un téléphone, quelque chose qui n'est pas basé sur la vidéo, que vous êtes sûr que vous parlez vraiment à la personne que vous parlez. Et après, il faut être vigilante et pas croire tout ce qu'on voit. Mais ça, on a assez dit. Donc avec ça, je ne vais pas vous demander si c'est un vrai ou un faux, mais ouais. Merci beaucoup. Bien, on va pouvoir passer à cette deuxième partie de conférence. On a 35 minutes pour des questions. Je propose qu'on commence déjà dans la salle. Est-ce que quelqu'un souhaiterait poser une ou des questions à nos intervenants? Il devrait y avoir des micros qui circulent. Je vois déjà 2 mains. Oui, volontiers. Monsieur. Bonsoir. J'ai surtout une question pour M. Collomb. Il nous dit qu'il y a une guerre qui se prépare, voire qui est déjà enclenchée, et l'Europe est en train de s'armer. Faut-il qu'il mette ses investissements dans des chars et des missiles ou dans une, je ne sais pas, armée du GIC ou autre système pour contrer cette désinformation? Merci pour votre excellente question. Je vais d'abord répondre du côté de l'attaquant. J'ai accompagné récemment le ministre français délégué aux affaires européennes en Moldavie et nous avons échangé avec les autorités de ce pays qui a connu des interférences majeures de la part du Kremlin dans un contexte électoral à l'automne dernier, à l'occasion d'un référendum sur l'Union européenne et d'une élection présidentielle. Il nous a été dit que le Kremlin avait investi 200 millions d'euros dans ces interférences, ce qui équivalait à 133 € par électeur qui s'est rendu aux urnes. Cela nous paraissait exorbitant, mais on nous a fait remarquer que 200 millions d'euros, ce n'était jamais que l'équivalent du coût d'une journée de guerre en Ukraine. De sorte que j'ai l'habitude de dire qu'il est plus rentable pour le Kremlin aujourd'hui d'investir dans des influenceurs que d'investir dans la production de chars. En ce qui nous concerne, nous, en défense, à une période qui est historique, je n'aime pas employer ce terme, même si je suis historien, mais il faut bien avoir conscience du basculement géopolitique que représente l'alliance entre la Maison-Blanche et le Kremlin, alliance ouvertement dirigée contre l'Europe, comme ce matin même, Dmitri Medvedev l'a tweeté sur X. Nous devons protéger nos espaces informationnels des interférences étrangères. Et je considère pour ma part que si nous devons investir quelque part, c'est avant tout dans une information de qualité. S'agissant des chatbots et des LLM qui ont été évoqués à l'instant, je crois qu'il faut investir dans une IA générative de confiance qui ait été entraînée sur des données fiables. Par exemple, un accord récent a été conclu entre Mistral AI et l'agence France Presse pour que cette IA soit entraînée sur des dépêches AFP. Cela me semble préférable à Grok entraîné par Elon Musk sur des tweets. Nous devons investir, comme cela a été dit tout à l'heure, dans des médias sociaux intègres qui placent les esprits de nos concitoyens, à commencer par ceux de nos enfants, à l'abri d'interférences croissantes.
de la part d'une multitude d'acteurs malveillants qui sont étatiques et qui ne sont pas tous étatiques. L'intégrité de l'information est notre première ligne de défense. La deuxième, c'est la transparence à l'égard des opérations d'influence dont nous faisons l'objet. En revanche, je ne suis pas aussi confiant que d'autres à propos des capacités de détection des deepfakes. On peut croire que la lutte contre le dopage mettra fin au dopage, mais pour l'heure, jamais la lutte contre le dopage n'a mis fin au dopage. Il y a 2 jours, des scientifiques australiens qui ont réalisé un audit sur les outils de détection disponibles ont fait le triste constat qu'aucun n'était véritablement fiable pour détecter des deepfakes à la veille d'élections qui vont être cruciales pour l'Australie et pour le reste de ce que j'appellerais désormais le monde libre. Par conséquent, c'est d'abord et avant tout dans des informations de qualité, dans des médias de qualité que nous devons investir. Merci beaucoup. Cette réponse adresse d'ailleurs plusieurs questions sur Slido notamment qui se demandaient quel changement institutionnel apporter, quelle source, quel vecteur d'information pourrait être fiable. Il me semble que vous avez adressé ces 2 points. Grand merci. Peut-être, avant de repasser la parole au public, j'ai 2 questions pour la professeure Sustrunk, qui sont d'ailleurs liées à ce qui vient d'être dit. Une première, c'est de savoir dans le futur s'il sera impératif de naviguer dans l'espace informationnel assisté d'une IA pour détecter le faux, une sorte d'assistant virtuel qui détecte le faux. Et si oui, comment choisir l'IA? Et puis deuxième question, peut-être plus rapide, c'est est-ce qu'il y a aussi des marqueurs dans les LLM de texte, comme ChatGPT, pour identifier des faux ou du plagiat? Bon, le premier, on vient de l'entendre. Moi, je ferais que confiance à une IA que je sais les données utilisées pour l'entraîner. Je sais les limitations. Encore une fois, la génération pour les données non vues, ça n'existe pas, c'est pas fiable. Je veux savoir qui a entraîné ce modèle-là. Je ne vais pas avoir, comme on vient d'entendre, un modèle de M. Musk, de Grok, qui dit comme réponse, non, tout ce que Trump et Musk disent, c'est la vérité, hein, c'est jamais d'informations fausses. Donc, pour moi, de faire confiance à un IA, il n'y a pas encore un IA que je fais confiance, ça je peux vous dire. Mais, ayant dit ça, il y a en Suisse maintenant cette initiative des EPF pour le Swiss AI, qui justement espère de faire ça, de créer un modèle basé sur les données et publier tous les paramètres du modèle, publier l'architecture du modèle, publier les données, tout ce qui est entraîné. Et après, on espère qu'il y a des applications là-dessus que les gens peuvent au moins faire confiance parce que c'est fait open science. Sur le LLM, les marques dans le LLM, non, pas comme ce que je vous ai monté, ça marche pour les images, les vidéos et le vocal, donc le son. Mais de ma connaissance, il n'y a pas ça dans le LLM du texte. Vous pouvez, justement, il y a quelques phrases ou quelques voyez que les gens n'utilisent pas souvent, c'est plutôt comme c'est entraîné, mais comme le professeur Gollon a dit, dans le texte, il n'a pas un outil qui est fiable de détecter si c'est créé à la main ou si c'est le deepfakes. Donc, ça ne marche pas. Merci beaucoup, on ne va pas le dire trop fort pour nos étudiants. Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans la salle? On revient maintenant. Oui, monsieur. Bonsoir, je suis journaliste et en venant ici, je craignais, j'étais même quasiment sûr, je n'entendrais que des sottises. Et au miracle, j'ai entendu que des choses passionnantes et très peu conventionnelles. Alors je dois complètement réinventer mes questions et j'en pose une au professeur Marchand. Comment se fait-il qu'aucun de vos étudiants n'ait compris tout ce que vous avez raconté tout à l'heure? Je fréquente des adultes de haut niveau intellectuel tous les jours à 1000 réunions, tables rondes, réunions militantes. Ce sont tous des exaltés bornés. Il n'y en a pas un qui semble avoir entendu une fois ce que vous avez dit en 10 minutes.
Bien, je vais réagir donc à cette position pleine de nuances qui est la vôtre par rapport à la qualité de mes collègues. Dans chaque procès, vous avez un défendeur et un demandeur. Le défendeur a un avocat, le demandeur a un avocat. Les deux avocats plaident de bonne foi. Les deux avocats sont certains d'avoir la vérité. Les juristes ont compris la difficulté de distinguer la vérité et le faux. Merci beaucoup. Puisque vous avez le micro, je m'adresse avec vous à deux questions, à vous. Une première question, c'est de savoir, dans le contexte technologique du faux, l'appréciation seule de la juge suffira? Devra-t-elle solliciter l'assistance d'une machine, d'une IA, pour l'aider à se forger sa propre conviction et dissiper des doutes? Donc en gros, c'est l'IA qui nourrit ou qui assiste le juge. Et la deuxième question, c'est: comment persévérer dans la vérité malgré l'écrasante logique du mensonge? Faudra-t-il envisager plus puissants critères que la logique? Alors, il semble que toute mon intervention m'amenait à dire que je n'arrivais pas à répondre à ce genre de questions, mais je vais néanmoins essayer de le faire. Oui, bien sûr, l'IA se base sur les probabilités, si j'ai bien compris. Le juge aussi. La réalité, c'est que le juge aussi. La vraisemblance prépondérante, c'est ça, c'est la probabilité. L'eikos, dont j'ai parlé, c'est ça, c'est ce qui paraît vraisemblable. Le juge, très souvent, et donc les juristes aussi, se basent sur ce qui est vraisemblable, et donc je ne suis pas sûr qu'il y ait une telle différence, c'est un peu de la provocation, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une telle différence entre le raisonnement d'un juge et le raisonnement d'un système d'intelligence artificielle. Le juge a quelque chose en plus, une sensibilité humaine, c'est tout. Mais c'est la seule différence. Ça, c'était la première question. Et la deuxième question? Ça, c'était pour la logique. Oui. Comment persévérer dans la vérité malgré l'écrasante logique du mensonge? Faudrait-il envisager plus puissants critères que la logique? Que faire dans ce monde désespérant? Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Survivre. Essayer de survivre. Merci beaucoup pour cette réponse concise. Est-ce qu'il y a, peut-être toujours dans la salle, tout au fond, s'il vous plaît, volontiers, monsieur. Bonsoir. Moi, j'aimerais savoir, en fait, s'il y a une évaluation des risques à long terme, par exemple de l'utilisation de ChatGPT, de divulgation d'informations. Quels sont les risques, en fait, pour, par exemple, des étudiants ou des personnes qui parlent de leur quotidien, ou je ne sais pas? Pas pour tous. Il y a maintenant des études déjà que si les étudiants utilisent ChatGPT, leur note à l'examen est moins bien, parce qu'on apprend moins. On a un système qui nous donne l'information. Ça, c'est quand même un risque pour les étudiants à savoir que si on utilise ChatGPT pour donner des informations, on retient moins en fait de la réponse que si on doit faire la recherche à soi-même. Ça, c'est une étude qui a été faite. Mais des autres risques, c'est le risque clair. Si on connaît la réponse, on peut dire, en fait, c'est super, le modèle nous a répondu quelque chose, en fait, c'est top. Hein? Mais si on ne connaît pas la réponse, on n'a aucune idée. Il faut quand même encore vérifier si l'information est correcte ou pas. Donc, parce qu'il y a une chose, comme c'est la probabilité et pas l'intelligence. Donc, vous, si je vous pose une question, vous disiez peut-être, moi, je crois, je ne suis pas sûr, mais je crois c'est ça. Mais le modèle va vous donner une réponse. Il ne va pas vous dire, mais je crois, en fait, c'est qu'à 40% de probabilité que c'est correct, mais je vous donne la réponse quand même. Donc, il y a ce jeu-là qu'il faut naviguer. Moi, je suis... Monsieur, qui est le journaliste, en fait, moi je trouve c'est super. On prend un texte de 200, si je dois écrire quelque chose à 300 caractères, je le prends le texte, et c'est 400, je le mets sur ChatGPT, je dis, mais tu le coupes à 300, ça normalement ça fait un bon job. Mais il faut toujours l'utiliser
de façon appropriée, je dirais. Alors, je vais prendre 2 questions sur Slido qui sont liées. L'une, et je serais curieux d'entendre tous, c'est d'une part la question d'interdiction des réseaux sociaux, vraiment la régulation stricte jusqu'à l'interdiction. En particulier, il était question par exemple de TikTok, sachant qu'elle aurait influencé des élections dans plusieurs pays, en tout cas en Roumanie récemment. Donc, est-ce que les pouvoirs publics devraient s'autoriser jusqu'à interdire ? Est-ce que les autorités devraient aller jusqu'à l'interdiction ? Et puis l'autre question, très concrètement, c'est, on a souvent parlé de sources fiables, comment les autorités publiques peuvent garantir des sites ou des réseaux sociaux d'information fiables. Est-ce que concrètement, on peut répondre comment institutionnellement les autorités pourraient proposer des sources d'information fiables, peut-être si on commence par vous, professeur Collomb, puisque vous l'avez évoqué aussi, sauf erreur. Commencer, je ne crois pas que les autorités européennes prendront l'initiative de proposer un réseau social européen. Je ne le crois pas et je le regrette. Le poids du lobbying des médias sociaux américains, chinois à Bruxelles est tel qu'aujourd'hui, cela me paraît inenvisageable. Il me paraît tout aussi inenvisageable d'interdire tel ou tel média social. L'Australie a pris des mesures à l'encontre de TikTok, ce qui lui a valu des menaces extrêmement fortes de la part de la Chine. Étant donné le niveau de dépendance de nos économies, de nos industries à l'égard de la Chine, l'interdiction de TikTok me paraît illusoire. Et nous savons enfin que la Maison-Blanche considère que les réglementations européennes sont l'équivalent de taxes indues à l'égard des médias sociaux. Et là encore, nous nous exposons à une guerre douanière intense si nous prenions des mesures réglementaires supplémentaires, sachant qu'à l'heure actuelle, la réglementation européenne n'a jamais fait la preuve de son efficacité. S'agissant du DSA, entré le plus récemment en vigueur, il y a à ma connaissance aujourd'hui 13 enquêtes qui ont été ouvertes. Il n'y en a pas une dont nous ayons même vaguement une idée de la date de clôture de l'enquête. Et le seul commissaire européen qui a fait preuve de fermeté dans son discours et dans ses initiatives à l'égard de plateformes américaines a été écarté de la dernière Commission européenne. Je parle de Thierry Breton. C'est la raison pour laquelle la création d'un média social européen d'intérêt public me paraît la solution la plus rationnelle et la plus simple à mettre en œuvre, à condition que l'initiative vienne de la société civile, à condition que cette plateforme nouvelle soit à but non lucratif, gérée éventuellement par une fondation, que ces algorithmes soient parfaitement transparents, qu'elles ne reposent pas sur un modèle publicitaire prédateur et n'offrent pas de prise à des opérations de manipulation de l'information, comme on peut en constater sur pratiquement tous les médias sociaux. Ce qui s'est produit en Roumanie est une alerte assez grave, je crois, dans la mesure où cela traduit surtout le fait, au-delà de la facilité avec laquelle on peut manipuler les algorithmes de TikTok, le fait, disais-je, qu'une part croissante des jeunes générations accèdent à l'information par TikTok. Pour mémoire, un candidat qui avait 1% d'intention de vote à 4 semaines du scrutin a obtenu 23% des suffrages exprimés au premier tour sans avoir fait campagne en dehors de TikTok. Pas une seule réunion publique, pas une seule interview dans un média national, pas une seule campagne d'affichage, pas de publicité même sur Facebook, de sorte que nous avons pu constater, comme on l'a constaté ailleurs, notamment lors des élections européennes, que l'effet TikTok, cet effet de manipulation des outils de recommandation de la plateforme, nous met aujourd'hui en demeure de réagir, et la meilleure des réactions, à mon sens, n'est pas l'interdiction, mais le rétablissement d'un marché libre et non faussé des idées et des opinions sur Internet à travers un média social qui soit moins enclin à être instrumentalisé et manipulé. Pardon pour cette réponse un peu longue. Je vais
suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je vais que faire un complément. On peut faire quelque chose éthique aussi ici en Suisse. Et moi, je crois qu'il y a un vrai problème en Suisse, que le droit de consommateur n'est pas réglé avec les médias sociaux. En fait, vous n'avez pas un siège de Meta ou un siège des autres ici en Suisse. Donc, si vous avez un problème, si par exemple, vous êtes harcelé, vous pouvez bien essayer de contacter ces gens aux États-Unis, mais normalement, rien qui se passe. Donc, à la fin, vous n'avez pas un droit, d'être protégé. Et je crois s'il y aurait un siège ou une façon, mais ça, je vous laisse aux juristes de répondre après comment on fait ça correctement, ça aiderait aussi à quelque chose. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est la certification. Donc, on peut imaginer que moi, je ne crois pas que le grand LLM, là, qu'on peut tout faire, ce n'est pas vraiment la future de la vie de tous les jours. En fait, on va avoir des modèles qui font quelque chose très bien. On va avoir peut-être un modèle pour les informations médicaux, un modèle pour justement qu'on utilise dans l'enseignement. Donc, on va avoir de petits modèles et celui-là, on pourrait certifier, on pourrait dire, OK, on peut contrôler que ça, c'était des données qui sont utilisées pour l'entraînement. Ça, c'est le modèle qui a été utilisé. Moi, je peux contrôler et après, je certifie ce modèle. Et nous avons l'habitude, en fait. Je ne sais pas si vous faites les achats online. Vous regardez probablement si justement ce site où vous achetez quelque chose, est-ce que c'est certifié par une agence en Suisse de dire, OK, là, ils ne vont pas que prendre votre argent et pas vous envoyer ce que vous avez acheté, parce que c'est un site certifié. Donc, avec la certification, on peut faire quelque chose, mais on est, pour être honnête, encore loin de ça. On n'a même pas commencé la discussion là-dessus. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, notamment cette idée de certification, mais juste une nuance quand même. Dans l'histoire, lorsque l'État s'est arrogé le droit de dire ce qui est vrai et ce qui est faux, ça s'est toujours mal passé. Merci beaucoup. Juste rebondir pour l'exigence d'avoir un représentant des entreprises commerciales représentant en Suisse, sauf erreur, il y a donc le projet de régulation des plateformes qui est en cours, que le Conseil fédéral va bientôt publier. Et puis il y avait une motion d'exiger que les plateformes et puis les intelligences artificielles aient un bureau de représentation. Ça, c'est le projet en Suisse. Sauf erreur en France, peut-être professeur Collomb, vous me corrigerez, mais le DSA impose un représentant dans l'Union européenne, sauf qu'il y a des exemples que ça ne marche pas. Notamment Clearview a été sanctionné à plusieurs reprises au bureau de représentation, mais il ne paye pas. Donc je crois que c'est un aveu de faiblesse. Même un bureau de représentation en Europe ne change pas la donne. Et nous avons des bureaux de représentation, mais en l'occurrence, ça ne sert pas à grand-chose dans les faits. J'attire votre attention sur le fait que s'agissant des amendes prévues par les règlements généraux européens, leur montant est bien souvent inférieur aux bénéfices générés par l'infraction. De sorte que les plateformes de médias sociaux, qui sont des agents économiques rationnels, sont encouragés à violer la loi. Et jusque-là, aucune des amendes, même les amendes records pour abus de position dominante, n'a mis fin à l'infraction constatée et sanctionnée. Donc, il faut, je crois, réagir autrement, concevoir des environnements plus sains. Et effectivement, ces environnements n'ont pas pour but d'instituer des ministères de la vérité, mais de garantir que chacun, sur les médias sociaux, soit libre d'exprimer son opinion sans être influencé, manipulé, que ce soit par des bots russes ou par des outils publicitaires qui viennent fausser les perceptions. Merci beaucoup. Pour ce complément, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On peut revenir volontiers. Monsieur, ici au centre, s'il vous plaît. J'ai une question pratique, puisqu'on a des professeurs de droit. J'essaie de comprendre un processus. Quand j'ai écrit ma thèse, il y a très très longtemps, j'allais à la bibliothèque, je devais consulter des bouquins, je devais écrire,
réfléchir, faire des raisonnements, ensuite taper à la machine, soumettre au professeur de thèse, défendre ma thèse, et puis ça marchait. Alors aujourd'hui, ma question pour les professeurs de droit ou pour d'autres professeurs est la suivante. Est-ce que les élèves, les candidats, n'ont pas un travail très facilité et est-ce que les professeurs n'ont pas un travail beaucoup plus difficile? Donc effectivement, les vendeurs de Tipex ont perdu beaucoup d'argent, je suis d'accord avec vous. Vous avez été confronté à une difficulté qui était la rareté de l'information, la difficulté d'accéder à l'information. Nos étudiants actuellement sont confrontés à la difficulté peut-être plus importante encore, qui est l'abondance de l'information. Ce que je veux dire, puisque vous avez l'air un peu dubitatif, c'est que sur une question, vous trouvez sur Swisslex des milliers d'arrêts. La plupart ne sont pas très intéressants, beaucoup ne sont pas tout à fait liés à la question que vous posez. Mais ces milliers d'arrêts-là, il faut les trier, il faut les comprendre, il faut les lire, il faut les ingurgiter. Et c'est difficile d'avoir un discours cohérent face à une telle abondance d'informations. C'est ça le travail du juriste aujourd'hui, beaucoup plus que celui du juriste d'autrefois, qui passait effectivement, je l'ai fait aussi, un après-midi à la bibliothèque à chercher un arrêt du tribunal fédéral. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, monsieur. Si vous me permettez une petite question purement technique. Qu'est-ce qu'une recherche d'image inversée? Je suis désolé, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. L'image... recherche d'image inversée. On l'entend aux nouvelles quand à la télévision, quand on nous présente, notamment sur France 24, chaque jour on présente des fakes, tout ce qui est des fake news lui-même, et le présentateur chaque fois dit « je fais une recherche d'image inversée ». Ah, d'image inversée. Ok, maintenant j'ai compris. Oui, merci. En fait, ce que j'ai mentionné... vous pouvez faire ça justement sur Google Images. Vous pouvez donner à le moteur de recherche une image et après, ils vont chercher est-ce qu'il y a une copie de cette image quelque part. Donc, je crois que c'est ça ce qu'ils veulent dire parce qu'après, ils peuvent dire, OK, en fait, l'image originale, ça existe quelque part, c'était publié, je ne sais pas, par le Figaro en 2005. Et après, on a pris cette image originale et modifiée pour montrer justement, c'est une démonstration qui était beaucoup plus vaste, qui était beaucoup plus petite. Donc c'est ça, je suis assez sûre, c'est ça ce qu'ils veulent dire avec l'image inversée. Donc ils ont essayé de inverser en fait le chemin de l'image pour retrouver l'original qui a été utilisé pour créer un fake. Okay. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions dans la salle, je prends une dernière question sur Slido qui s'adresse spécifiquement à professeur Coulon. Il est question de... Bon, c'est un internaute qui s'appelle Poutine qui demande... parce qu'on a beaucoup parlé de comment se protéger en Europe et en Suisse, maintenant Poutine demande si on pourrait saturer l'espace informationnel russe avec des informations pour contrecarrer ce que le Kremlin fait avec nous, donc une contre-attaque de l'autre côté. La guerre de l'information est une guerre asymétrique, puisque les régimes autoritaires se sont employés depuis des décennies à protéger les esprits de leurs citoyens de toute interférence provenant du monde occidental. Et très concrètement, aujourd'hui, il n'existe plus guère de possibilité d'atteindre les esprits des Russes par des informations émanant de pays occidentaux comme la France. On peut acheter des publicités sur YouTube, on peut diffuser par satellite en espérant que des citoyens russes y accèdent, mais j'attire votre attention sur le fait que l'un des éléments les plus importants des dispositifs d'information à destination de ces pays autocratiques a été supprimé par la Maison-Blanche
Je parle de Voice of America, je parle des subventions à Radio Free Europe. Et là encore, nous faisons face à un dilemme, puisque d'un autre côté, les régimes autocratiques n'ont aucune difficulté à interférer avec nos environnements informationnels. Ce que nous avons intérêt à faire, par conséquent, c'est sans doute renforcer aujourd'hui nos dispositifs d'information de qualité. Il a été proposé, je crois, par le gouvernement tchèque que l'Europe finance Radio Free Europe. Il me semble que cela ferait sens. Nous avons intérêt aujourd'hui à considérer la crise majeure que nous connaissons à l'échelle diplomatique également comme une opportunité pour l'Europe, celle de retrouver une voix indépendante de celle des États-Unis, une voix forte de nature à contrer les offensives de ces régimes autoritaires et en premier lieu du Kremlin. Merci beaucoup. Et sachant que nous, dans des États démocratiques, ou en tout cas en Europe et Suisse, on est très perméable aux ingérences numériques, avec la chère liberté d'expression notamment. Est-ce que vous avez des compléments ou une dernière question dans la salle? Peut-être une expérience personnelle pour vous dire, pas personnelle à moi, mais à un ami à moi, qui vient d'un pays au sud-est de nous, qui est aussi pas si libre qu'on pense. Et en fait, lui vit en Suisse, mais il a participé à des démonstrations. Et même sa mère n'y a pas cru que c'était affreux, parce qu'elle a vu la nouveauté à la télévision de ce pays. Et en fait, la télévision dit la vérité. Donc, mon petit, ça peut être pas si grave que tu me décris. Donc, c'est sidérant, en fait, le pouvoir des images peuvent avoir. Et justement, si on parle d'une source qui devrait être au pied de l'État, qui devrait être indépendant, on voit qu'il y a beaucoup de pays que ce n'est plus le cas. Bien, je craignais qu'il y ait trop de questions pour qu'on doive conclure après l'heure, mais finalement on va pouvoir être dans les temps, donc c'est le moment de pouvoir clôturer cette belle conférence qui, je rappelle, était la 16e et dernière conférence de cette série Parlons numérique, qui ont rassemblé en 5 ans 50 experts sur des sujets aussi variés que l'IA et le futur du travail, numérique et environnement, enfants et écran, et bien d'autres sujets. Je vous signale que toutes ces conférences sont visionnables, disponibles en replay sur la page de nos conférences. Elles ont déjà eu plus de 80 000 vues, donc c'est encourageant, des sujets qui semblent intéresser une population large. Et puis je vous encourage à aller revoir certaines si vous le souhaitez. Je souhaite tout de suite remercier nos intervenants pour la qualité de leur présentation et la richesse des discussions. La professeure Sabine Sustrunk, le professeur Sylvain Marchand, le professeur David Collomb à distance. Ça a été vraiment passionnant. Il me faut, et c'est avec le cœur un peu serré que je remercie notre équipe avec qui nous avons travaillé ces 5 dernières années, en particulier Seth Touizabé, avec qui j'ai collaboré, avec Muriel Solimando, Eve Eugenia, toute l'équipe technique, Mathias et son équipe, la vice-rectrice Juliane Schroeter, les anciens vice-recteurs Anton Geisbüller et Jacques Devera, grâce à qui ces projets conférences ont pu avoir lieu. J'ai certainement oublié beaucoup de monde. Et puis finalement, vous, d'être venus, en tout cas ce soir, et puis pour les autres soirées, on a eu grand plaisir à partager ces échanges et on espère que ça va se poursuivre avec d'autres conférences à venir. Grand merci et bonne soirée à toutes et tous.